journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal dont voici le sommaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait son deuxième discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce lundi 14 décembre 2020. Dans son allocution, le chef de l'État a dressé un tableau de la situation générale du pays. Dans la province du Sud Kivu, le député provincial Jérémy Bassimane veut voir clair dans le fonds alloué à l'Office de voirie et drainage pour les travaux de voirie de la ville de Bukavu. Et puis, le travaux de réhabilitation de l'avenue Pierre-Elengesa à Kinshasa se poursuit sans relâche, selon un constat de nos reporters réalisés sur ce coin de Kinshasa. Après le titre, place au développement, comme vous l'avez suivi au sommaire, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce lundi 14 décembre 2020, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu son deuxième discours sur l'état de la nation depuis sa prise de pouvoir. De la politique à la santé, à passant par l'environnement jusqu'à la diplomatie, le chef de l'État a situé le peuple congolais sur le moment clé qui ont ponctué la vie de la nation. Suivez l'extrait de son discours. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, le 13 décembre 2019, dans cette même salle, j'avais annoncé que l'an 2020 serait l'année de l'action, durant laquelle tout devait être mis en œuvre pour rendre irréversible notre lancée vers le progrès et l'émergence. Ma détermination était renforcée par l'expérience réussie de l'alternance pacifique au sommet de l'État, événement majeur qui tranchait avec le passé tumultueux de notre pays depuis son indépendance. Dans cette optique, j'avais pris devant notre peuple l'engagement d'opérer les réformes courageuses et ambitieuses qu'impose la reconstruction de notre pays. Mais je savais que le seul vouloir n'allait pas suffire, qu'il faut établir un cadre politique et institutionnel qui soit propice à leur mise en œuvre, et que, dans le même élan, j'ai formulé le vœu qu'ensemble, dans le cadre de notre coalition, mon prédécesseur et moi-même allions relever les défis qui s'imposaient à nous tous en tant que citoyens de ce beau pays. Nommer un informateur aux fins d'identifier une coalition conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la Constitution. Procéder à la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État. Mettre en œuvre les réformes issues des consultations, dont la plupart sont les mêmes que celles voulues par le président de la République et contenues dans le programme du gouvernement. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage et mérité à vous, honorables députés et sénateurs, de toute tendance politique, qui avez participé activement à ces consultations, où vous êtes appropriés des résultats et décisions qui en ont découlé, en vous inscrivant dans la dynamique de travailler avant toute chose, dans l'intérêt du peuple dont vous êtes les représentants. Et puis, Janine Mabunda, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, a attaqué la décision destituant son bureau au Conseil d'État depuis le week-end dernier. Ce reportage est signé Liévin Luzolo.
La présidente de l'Assemblée nationale de la RDC, Janine Mabunda, destituée par les députés nationaux, a donné une procuration spéciale aux avocats Pati Liongo Bouchi et Mathieu Kitanga Luanga du barreau de Matete. Ils sont chargés de saisir les conseils d'État afin d'interpréter l'article 31 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, particulièrement en ce qui concerne les votes des pétitions contre son bureau. Par ailleurs, malgré la destitution du bureau, le Parti du Peuple pour la Reconstruction PPRD estime que Janine Mabunda doit gérer les affaires courantes jusqu'à l'élection des nouveaux membres du bureau. Tout à fait autre chose à présent, le gouverneur de la province du Nord Ubangi, Isato Nzeki, a été destitué pour incompétence et détournement, tâtonnement dans la gestion et absence prolongée dans la province. Une déchéance résultante d'une motion de défiance annoncée par les députés Michel Selemona Zaboussou. Stella Hachema. Isato Nzeki, gouverneur de la province du Nord Ubangi, a été déchu de ses fonctions le samedi 12 décembre à l'Assemblée provinciale de cette province où 10 députés ont voté pour son départ. Une déchéance résultante d'une motion de défiance annoncée par le député Michel Selemona Zaboussou. Il est reproché d'incompétence, détournement, tâtonnement dans la gestion et d'absence prolongée dans la province. Élu en mars 2019 à Gbadolité, le fils d'Nzeki, ancien ministre de l'enseignement primaire et secondaire sous le maréchal Mobutu, puis sénateur sous Kabila, s'est défendu en parlant de l'absence de rétrocession du gouvernement central à sa province, de la crise sanitaire et politique qui secoue le pays depuis quelque temps comme raison de sa faible performance. Cependant, cette défense n'a pas convaincu les députés qui l'ont destitué, estimant qu'il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Le programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant des conflits armés annonce l'ouverture du centre de désarmement des éléments de la force des résistances patriotiques de l'Ituri FRP ce lundi 14 décembre à Kamachi dans la chefferie de Walundu Pidi dans le sud Urumu. Ce reportage est signé Léva Luzolo. Le programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant des conflits armés STAREC en sigle annonce l'ouverture du centre de désarmement des éléments des forces de résistance patriotique de l'Ituri FRPI ce lundi 14 décembre à Kamachi dans la chefferie de Walendu Bindi dans le sud du Romont dans la province de l'Ituri. Selon Jean-Marc Mazio, le chargé de mission du programme STAREC, les miliciens de ce groupe armé désireux d'adhérer au processus de paix pourront ainsi venir déposer leurs armes et recevoir en retour un certificat de désarmement pour leur réinsertion communautaire. Notons que ce site sera géré par le gouvernement provincial à travers le STAREC avec l'appui logistique de la MONUSCO. Et puis 5 présumés ADF neutralisés le dimanche 13 décembre 2020 par les forces armées de la République démocratique du Congo dans le secteur de Rwenzori. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Images et commentaires. À Beni, dans la province du Nord Kivu, 5 présumés rebelles ADF ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo dans les secteurs de Rwenzori. Au cours des affrontements, l'armée congolaise a aussi récupéré 2 armes. Nous avons poursuivi l'ennemi qui a endeuillé le ville Azenga Kasusu la nuit du vendredi 11 au samedi 12 décembre dans la profondeur. Vers Mabondo, nos militaires ont tué 5 rebelles et récupéré 2 armes AK-47, a déclaré le lieutenant Anthony Mwalushai, porte-parole de l'armée à Beni. Cet officier a également annoncé la mort du journaliste Pius Mondikala de la radio Rwenzori, qui était prise en otage par les assaillants lors de la récente attaque à Mengarkasusu. Pendant ce temps, Anthony Mwalushai, le porte-parole de l'armée, a confirmé que de mesures urgentes ont été prises par le commandant militaire à Beni afin d'éloigner l'ennemi de la population dans les secteurs secoués par l'attaque de rebelles.
D'une province à une autre, libération de 3 députés provinciaux ce lundi, arrêtés samedi dernier dans la province de la Tchopo après avoir passé 2 nuits dans la prison centrale de Kisangani, chef-lieu de la province. Suivez les détails dans cet élément. À Kisangani, dans la province de la Tchopo, 3 députés provinciaux détenus à la prison centrale depuis la nuit du samedi 12 décembre ont recouvré leur liberté le lundi 14 décembre après avoir passé 2 nuits dans la prison centrale de Kisangani. Il s'agit d'André Letondo, Lessili, Jacques Madiongui, Saïdi et Moïse Moussa Amadi. Ces 3 députés provinciaux étaient poursuivis pour incitation à la rébellion, coups et blessures, ainsi que pour destruction méchante. Le samedi 12 décembre 2020, au cours de leur première audition, le ministre provincial de l'Intérieur avait accusé les 3 députés provinciaux d'avoir démantelé la barrière du pont bascule au point kilomètre 13 et lui avoir infligé des coups et blessures. Ces derniers ont réclamé leur innocence tout en affirmant avoir été agressés physiquement par les policiers envoyés par le ministre de l'Intérieur pour leur arrestation. Parlons de Kinshasa, la capitale. Le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka a signé avec la maire de la capitale française, Anne Hidalgo, un protocole bilatéral de coopération vendredi 11 décembre 2020 à Paris, en France, dans le cadre du projet d'assainissement de la capitale congolaise. Alice Kabangou signe son reportage. En séjour à Paris, où il est allé prendre part à la table ronde de maires de villes du monde sur les climats, le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila, a eu un entretien fructueux vendredi 11 décembre 2020 avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Au cours de cette audience, un accord de coopération bilatérale basé sur l'assainissement de la ville de Kinshasa a été signé avec la ville de Paris. C'est un grand pas franchi par l'autorité urbaine qui reste déterminée à offrir à la population quinoise un milieu de vie sain à travers son vaste programme Kinshasa Bopeto. Jean-Tiningo Bila reste le premier gouverneur de Kinshasa à avoir arraché pareille convention qui va porter à coup sûr un changement dans la capitale congolaise, surtout à la veille de 2 grands événements importants que la capitale congolaise s'apprête à accueillir dès 2021. Et puis au sud Kivu, comme vous l'avez suivi au sommaire, les députés provinciaux Jérémy Bassimane veut des explications et de preuves claires de la part de l'OVD sur le fonds destiné aux travaux de 100 jours à Bukavu pour la construction de routes. Ramazani Saloumou, notre correspondant depuis les sud Kivu, nous en fait le point. Le député Jérémy Bassimane utilise tous les moyens pour contraindre le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage OVD pour que celui-ci fournisse des explications claires sur l'utilisation des fonds destinés aux travaux de 100 jours du chef de l'État au Sud Kivu à Bukavu. Dans l'actualité adressée au directeur provincial de l'OVD, le député Bassimane constate que seuls 5,8 km de route à Bukavu étaient asphaltés sur le 20 prévu dans le projet de 100 jours. Le député Jérémy Bassimane trouve légère la réponse du directeur provincial de l'OVD dans le plénière tenu vendredi 12 décembre 2020 à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Ce dernier a reconnu l'arrêt de travaux de 100 jours à Bukavu en précisant cela est causé par la rupture des stocks de matériel. Le député Jérémy Bassimane trouve incohérent le point de vue de Georges Onembo, directeur provincial de l'OVD à Bukavu, qui est le maître d'ouvrage délégué alors que la société congolaise de construction SOCOC qui exécute les travaux réclame l'argent pour la continuité des travaux. Il indique avoir reçu du gouverneur du Sud Kivu après sa question écrite une réponse selon laquelle l'OVD a englouti une somme colossale de $180,000 américains destinés aux travaux de 100 jours. Notons le Parlement promet d'user toutes les voies possibles pour connaître la destination de ces fonds. Revenons à Kinshasa encore une fois de plus. Les travaux de construction et modernisation de l'avenue Pierre Elenguissa se poursuivent sans désemparer. La poursuite de la construction de cet ouvrage devait déboucher sur l'avenue Bypass au niveau de l'arrêt courant. Merci Smaïnkila. Les véhicules peuvent désormais circuler normalement sur cette route Pierre Elenguissa après des réalisations palpables transformant
la crainte des usagers en un grand espoir. Ici, 500 km supplémentaires d'enrobés sur la zone des PK2 025 et PK2 625 mètres ont été ajoutés jusqu'à atteindre pratiquement 2,8 km d'asphalte. À cela, il faut ajouter d'autres réalisations, notamment la pose des caniveaux préfabriqués et le terrassement de l'autre versant pour atteindre le point de chute. Un satisfecit pour les usagers de ces tronçons. J'ai grandi à Makala depuis 1963. Ce changement, je l'ai constaté maintenant. C'est une joie immense. Et nous remercions le gouverneur pour cette réalisation, qui était un rêve. Mais on avait peur à cause de la pluie. Mais nous avons remarqué un avancement. De Mariano à Ngondo Maria, vraiment c'est quelque chose à féliciter. Les réalisations appréciables tout au long de la route ont indiqué la fin d'un cauchemar. Cette route était impraticable. Nous avons souffert. Moi j'habite Bumbu, mais je suis étonné de voir l'état d'avancement de ces travaux et je suis venu palper la réalité. Ces tronçons est raccourci. On faisait parfois des tours vers Lupen et Rond-Point Gaba, mais celui-ci est au centre. On éprouvait d'énormes difficultés en venant du marché Makala pour arriver à l'Edestin. Aussi, la route était dans un état de délabrement très avancé et on payait 1500 francs congolais pour arriver à sa destination. Actuellement, je dépense seulement 500 francs congolais. Cette route vient non seulement désenclaver cette partie de la capitale, mais également doter la commune de Makala de sa seule route asphaltée. Longue de 6 km, l'avenue Pierre Elengesa traverse 6 communes, notamment Kalamou, Ngiringiri, Bumbu, Makala, Selembao et Mongafula. D'ici mars 2021, conformément au délai de livraison de 16 mois déterminé au lancement des travaux, ces tronçons, dont 2,5 km, ont été réhabilités et 3,5 km construits. Sera opérationnel. Parlons santé à présent dans ce journal. L'équipe de la riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo a rapporté pour le dimanche 13 décembre 2020 52 nouveaux cas confirmés, dont 45 à Kinshasa, 5 au Congo central et 2 au Sud Kivu. Le bulletin du dimanche précise que 406 échantillons ont été testés, 188 guérisons dans le centre de traitement de patients de Covid-19, dont 187 notifiés à Kinshasa et une seule au Maniema. 4 nouveaux décès aussi ont été signalés. Depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 14 653, dont 14 512 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 356 décès, parmi lesquels 355 confirmés et un cas probable et 12 465 personnes guéries jusqu'à nouvel ordre. Notez par ailleurs que Kinshasa reste la province qui enregistre plus de grand nombre de cas, 11 265 à elle seule. Et puis le samedi 12 décembre, dans la ville-province de Kinshasa, la capitale de la RDC, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a remis des certificats de kit de démarrage d'activités économiques à 90 femmes qui avaient participé aux 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Christelle Genda. Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, la première dame de la République démocratique du Congo et présidente de la fondation qui porte son nom, Denise Nyakeru Tshisekedi, a remis le samedi 12 décembre 2020 de certificats et kits de démarrage d'activités économiques à 90 femmes agricultrices et entrepreneurs qui ont suivi la formation du programme AgriFed d'ONU Femmes sur la production et la transformation du manioc. Ce programme vise l'autonomisation économique des femmes rurales à travers des systèmes de production agricole durables et résilients au changement climatique. Elles ont été formées sur la production et la transformation du manioc.
Après un bref séjour à Goma, la présidente de l'ESBEL Initiative Plus, Olive Lembe Kabila, se rendit dans le territoire de Kaziba, au sud Kivu, pour répondre à l'invitation de son mari, ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, afin de participer à l'installation du 5e comité provincial de l'Église du Christ au Congo. Stella Shima. C'est dans le territoire de Kaziba, au sud Kivu, que Marie-Olive Lembe Kabila avait reçu l'invitation de Joseph Kabila Kabange, fidèle pentecôtiste, pour participer à l'installation du 5e comité provincial de l'ECC Sud Kivu. Autorisée par son cher époux, Marie-Olive Lembe Kabila a répondu favorablement en effectuant le déplacement de Bukavu pour prendre part au milieu de l'échantillon des laïcs protestants au 8e CEPAC Sayoni de Kadutu à la prise des fonctions de Messeigneur Levi Gangura Manyanya, président provincial, et Jacques Munjo, vice-président. Je vous installe aujourd'hui comme président provincial de l'ECC. Une responsabilité pour veiller dans l'humilité et la cohésion au brebis du Seigneur, a déclaré Monseigneur Levi Gangura. Autant je viens de parler de la restauration de la paix au Sud Kivu et le rôle de l'Église dans la sensibilisation des populations au vivre ensemble et aux valeurs qui nous unissent, autant notre Église, l'ECC Sud Kivu, reste sensible et engagée dans l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Au nombre des cadeaux, l'on compte une 4x4 remise par le couple Kabila au président de l'ECC Sud Kivu afin de prêcher la parole de Dieu dans les différents milieux. Après 22 ans passés à la tête de l'ECC Sud Kivu, Monseigneur Nkuye Ndondo cède les commandes à Levi Gangura Manyanya pour un mandat de 6 ans. Les attributs du pouvoir, la croix, la Bible, la constitution ou règlement intérieur de l'ECC ont été remis au nouveau président de l'ECC Sud Kivu par le premier vice-président national de l'Église du Christ au Congo afin de le guider dans ses nouvelles fonctions. La fondation En Classe, avec ce partenaire comme l'ESBEL et l'ICA Jeunesse, ont sensibilisé samedi dernier les élèves de l'école primaire de Kimbwala sur les mesures de prévention du VIH-Sida. Nous sommes dans la commune de Mongafula. Suivez ce reportage. C'est dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida que la Fondation En Classe, porteuse du programme de santé et de reproduction de l'ESBEL et l'ICA Jeunesse, a organisé des activités d'animation et d'information sur différentes thématiques en rapport avec la santé sexuelle et reproductive en vue de jeunes à l'école primaire de Kimbwala dans la commune de Mongafula, samedi 12 décembre 2020. Les intervenants du jour se sont succédés devant les élèves pour livrer entre autres des informations générales concernant le VIH-Sida. Certains responsables de l'école de Kimbwala ont exprimé leur joie au micro de votre rédaction. J'ai retenu beaucoup de choses, les protèges, surtout nous à l'école primaire, les modes de transmission du sida. Puisque nous avons des petits-enfants ici qui jouent beaucoup, surtout avec les objets tranchants plutôt, et ils ramassent ça par-ci, par-là. En tout cas, ça nous a aidés. Et ça va m'aider aussi à bien poursuivre les enfants pour qu'ils ne puissent pas attraper le sida, surtout au niveau des enfants. Alors, c'est vraiment très important pour eux. Pour Eddie Nobel, père éducateur et chargé des programmes de l'ICA Jeunesse, ce programme ne vient qu'accompagner celui amorcé par le gouvernement du pays. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, nous avons appelé les experts en sida pour parler et permettre à ce que nous célébrions cette journée-là avec les enseignants et les élèves à l'EP Kimbwala. Déjà, je signale que l'EP Kimbwala est l'école pilote et les projets vise à travailler avec beaucoup d'autres écoles de la ville de Kinshasa et pourquoi pas les écoles de toutes les écoles du Congo. Rappelons qu'en leur qualité de premiers bénéficiaires, les élèves de l'EP Kimbwala ont déclaré avoir bien retenu la leçon pour se protéger du sida.
Ainsi, la Fondation En Classe et ce partenaire tel que Elika Jeunesse vont continuer le combat car la lutte contre le VIH-Sida doit être une affaire de tous. Et puis cette information en dehors de nos frontières, en Côte d'Ivoire précisément, c'est ce lundi 14 décembre 2020 qu'a prêté serment pour un troisième mandat le président Alassane Ouattara. Une élection certes contestée par l'opposition ivoirienne. Merveille Bavabibay. 14 décembre 2020, jour de prestation de serment pour un troisième mandat du président ivoirien Alassane Ouattara. Une cérémonie qui a connu la participation d'une dizaine de chefs d'État et près de 300 invités venant de tous les coins de la Côte d'Ivoire. Une investiture qui intervient dans un contexte politique très tendu où la majeure partie de ces réfractaires sont emprisonnés et d'autres contraints à l'exil pour boycott de l'élection et désobéissance civile. Un processus de décrispation avait été lancé depuis le 11 novembre dernier à travers une rencontre avec Henri Konan Bédié, leader du PDCI, mais ce processus n'a toujours pas abouti jusqu'à ce jour. Alassane Ouattara a été élu au suffrage universel au terme du scrutin du 31 octobre de l'année en cours avec 94% de voix dès les premiers tours. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse sélectionnée pour vous. Débutons avec actualité.cd qui titre RDC. Félix Tshisekedi annonce pour 2021 le rapatriement des restes de Patrice Lumumba. Dans son discours sur l'état de la nation, ce lundi 14 décembre, Félix Tshisekedi a annoncé que le reste de Patrice Emery Lumumba sera rapatrié de la Belgique vers la RDC en 2021. Il a ajouté qu'une sépulture digne sera organisée à cet effet. Pour rappel, début septembre, l'agence de presse belga annonçait que la justice belge était prête à rendre des restes de Patrice Emery Lumumba à sa famille. Le 21 juillet, Félix Tshisekedi avait écrit au roi Philippe à l'occasion de la commémoration de la fête nationale du Royaume de Belgique. Il en avait profité pour répondre aux profonds regrets exprimés par les souverains belges sur les passés colonial de son pays en RDC. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Propos du différend entre les sociétés Octavia et Astralia, la Cour d'appel réhabilite Beveraghi au détriment des Katumbi ». Le procès mettant aux prises l'entrepreneur français Pascal Beveraghi et Moïse Katumbi à propos du transfert des actifs de leur société en RDC fait le buzz dans les médias congolais. Les derniers dénuements en date la décision de la Cour d'appel qui a levé l'option de rétablir dans ses droits la société Octavia de Beveraghi, ce au détriment de la société Astalia détenue par Moïse Katumbi. L'histoire remonte au jugement du 25 août 2020. Le tribunal des commerces d'Écologie avait, en effet, prononcé le transfert des propriétés de la totalité des actifs en RDC de la société Octavia. Outre la condamnation de la première, a versé à la seconde la somme de 70 millions de dollars américains au titre des prétendus dommages et intérêts. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre « Ituri, le village Saoué déserté après incursion des miliciens de la Côte d'Éco ». Le village Saoué, situé dans la périphérie du centre commercial d'Iga-Barrière, en territoire de Djougou, s'est vide de ses habitants. Ce déplacement de la population intervient après l'incursion la nuit dernière des miliciens de la Codeco dans cette entité, a indiqué le chef de ce village lundi 14 décembre à Okapi. Selon Lingo Dada, chef du village de Saoué, les assaillants ont tiré plusieurs coups de feu lors de leur entrée dans le village. Selon toujours lui, des maisons ont été incendiées et les habitants du coin se sont massivement déplacés vers Iga-Barrière. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis. Merci d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. À présent, je vous convie à suivre le rappel de principaux titres de ce journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait son deuxième discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce lundi 14 décembre 2020. Dans son allocution, le chef de l'État a dressé un tableau de la situation générale du pays.
Dans la province du Sud Kivu, le député provincial Jérémy Bassimane veut voir clair dans le fonds alloué à l'Office de voirie et drainage pour le travaux de voirie de la ville de Bukavu. Et puis, le travaux de réhabilitation de l'avenue Pierre Elengesa à Kinshasa se poursuit sans relâche, selon un constat de nos reporters réalisés sur ce coin de Kinshasa. C'est par ici que nous refermons le porte de ce journal sur BCTV. Merci à vous de vous être informés chez nous. Restez-nous, toujours fidèles. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.